Ils étaient 30 000 il y a 2 ans pour la première édition du Mans Classique. Cette année, ce sont pas moins de 50 000 spectateurs qui ont choisi de se plonger le temps d'un week-end dans l'histoire d'une course mythique, les 24 heures du Mans. Deux années de travail auront été nécessaires pour préparer cette véritable grand-messe de l'automobile ancienne. 800 pilotes, 24 nationalités représentées, des invités prestigieux, 7 anciens vainqueurs de l'épreuve. Rien n'a été négligé pour faire de ce rendez-vous une vraie réussite. Grâce à l'ACO et à Patrick Peter, près de 400 voitures d'un autre âge ont obtenu leur passeport pour rouler sur les 13 km 600 de ce qui est sans doute le plus fabuleux circuit au monde. De nombreuses animations, la présence d'une quarantaine de clubs réunissant plus de 4000 voitures font d'ores et déjà du Mans Classique, dès sa 2e édition, une épreuve et un rassemblement incontournable. Tout a commencé jeudi, le paddock à peine installé, les premiers concurrents arrivent. Pour Patrick Peter commence un week-end de folie. Il sait qu'il va falloir gérer une population de plusieurs milliers de personnes, 18 courses, une nuit sur le grand circuit du Mans avec au volant de voitures de course, une population qui n'a pas forcément l'habitude de conduire dans ces conditions particulières. Bref, à ce moment du week-end, rien n'est encore joué. En 2002, on avait des voitures jusqu'en 1975 et cette année, on va jusqu'en 78. Donc on prend les voitures de 1923 à 1978, ce qui nous fait 6 plateaux et 396 voitures précisément contre 305 la dernière fois. Donc une belle augmentation du nombre de concurrents. Et puis à côté de ça, pour les clubs, on avait, je crois, 1950 voitures et on a plus de 4000 voitures. Pour encadrer l'événement, l'Automobile Club de l'Ouest a conservé la même infrastructure que pour les 24 heures du Mans. On a même convié les clubs de voitures militaires pour un service de navette à l'intérieur du circuit, 300 commissaires, 20 médecins, un dispositif de gendarmerie à l'extérieur. Rien n'a été oublié. Les vérifications administratives commencent. On reconnaît ici Phil Hill, juste arrivé de Californie. Le triple vainqueur des 24 heures en 58, 61 et 62 enregistre ici sa 15e inscription sur le circuit du Mans. C'est fabuleux de revenir, excepté la météo qui n'a pas l'air terrible et qui semble aller vers la pluie. Bon, mais c'est vraiment merveilleux de se retrouver là. Je suis juste un peu anxieux. Je compte sur ces quelques journées pour m'acclimater avant que ça démarre. Le soleil, c'est vrai, n'est pas très généreux. Tous redoutent la pluie, d'autant que l'occasion a été choisie par certains constructeurs pour présenter de nouveaux modèles. C'est le cas d'Aston Martin avec la DB9 et l'annonce d'événements exceptionnels à venir pour la marque. Le soir, à l'abbaye de l'Épau, proche du circuit, un dîner réunit quelques centaines de personnes, parmi lesquelles on reconnaît Phil Hill, Bob Bondurant et curieusement David Richards, le patron de ProDrive. Je suis très heureux de vous annoncer que l'année prochaine, une version compétition de notre nouvelle DB9 que vous voyez ici prendra part aux 24 heures du Mans. Ce sera David Richards, président de ProDrive, présent avec nous ce soir, qui conduira le programme compétition pour notre compte. La construction de la première voiture est commencée, je l'ai vue ce matin et nous espérons pouvoir procéder très vite aux premiers essais de la nouvelle DBR9. Vendredi, les choses s'accélèrent quelque peu. Les vérifications techniques se partagent entre la place des Jacobins au Mans et le circuit. Aux Jacobins, lieu traditionnel du pesage des 24 heures, les voitures subissent un premier contrôle avant de rejoindre le paddock où les commissaires vérifient leur conformité.
C'est un moment délicat. À ce stade, la voiture peut encore être refusée. Mais déjà, vous avez regardé mon père. On peut pas les mettre. On peut pas les mettre, il y a des verres sans chanter. C'est un moment sympathique parce qu'il y a beaucoup de gens autour de l'auto. On redécouvre l'auto avec les contrôleurs qui mettent le point sur certains éléments qu'on n'avait pas vus. Et non, c'est un moment agréable. Quand on est sûr de son auto, évidemment. Hein. Nous avons donc une fiche de contrôle qui correspond aux caractéristiques du véhicule. Et en sus, chaque concurrent doit nous présenter une fiche FIA où là, il a toutes les caractéristiques du véhicule, les cylindrées, tous les renseignements qu'on peut avoir besoin pour le contrôle de la voiture. Vendredi après-midi, en fin de journée, ont lieu les essais de la dernière série, celle des voitures les plus récentes, de 72 à 78. Ces qualifications se déroulent sur 45 minutes. C'est peu si l'on considère que les 2, voire 3 pilotes de chaque voiture doivent pouvoir se familiariser avec une piste que pour la plupart, ils ne connaissent pas. Il est 18h, la nuit approche, les 65 voitures inscrites dans ce plateau s'élancent. Les années 70, ce sont les années turbo en compétition. Porsche, Matra, Alpine, toutes crachent le feu. L'Alpine est la voiture qui participa au Mans en 78 aux mains de Jabouille et de Paillet. L'Inaltera numéro 37 fut elle conduite par Pescarolo et Beltoise en 76. Elle remporta la classe GT Production. Les Inaltera furent les premières voitures construites par Jean Rondeau. Scared me. Was teaching, but That's right, no. I learned a lot. De toute manière, si on a besoin de s'arrêter, vous nous montrez où vous êtes. Very old car, very old boy. Derrière les modernes débutent les essais de nuit pour toutes les catégories. Le plateau 1 réunit l'ensemble des voitures d'avant-guerre. Sur la période 1923-1939, ce plateau couvre donc une période de 16 années. C'est la grande époque des Alfa Romeo, Bentley et Aston Martin, mais Bugatti, Riley, Delahaye et autres Talbot sont également bien représentés. Ces essais de nuit permettent à de nombreux pilotes de découvrir l'éclairage, parfois limite, qui équipe leur voiture. Les essais de jour ont lieu le samedi matin, l'occasion de voir à la lumière ces modèles légendaires que leurs propriétaires acceptent d'emmener à leurs limites. Morceau choisi des essais des autres plateaux de 46 à 56 pour le plateau 2, de 57 à 61 pour le 3, 62-65 pour le plateau 4, 66-71 période Ford, Ferrari et Porsche constitueront le plateau 5 et enfin de 72 à 78 le plateau 6.
Pour tous les plateaux, 2 classements seront établis. L'un concernera le scratch, l'autre l'indice de performance, comme aux 24 heures du Mans. Sous ce nom barbare se cache un savant calcul permettant de définir un rapport entre la cylindrée et la distance parcourue. C'est ce classement qui explique la présence ici de voitures comme les 4 chevaux et autres DB Panhard. Dans l'histoire du Mans, ce classement permit à ces modèles de s'imposer face aux monstres d'usine, spécialement construits pour l'occasion. Samedi, fin de matinée, l'un des grands moments du week-end s'annonce. Christie's met en vente une série de voitures historiques de compétition représentatives de toutes les générations de voitures qui se sont affrontées à l'occasion des 24 heures. Aston, Bentley et autres MG sont là, le clou de la vente étant une Bentley Speed 6 Vandenplas de 1930, victorieuse à la Brooklands Double 12 et seconde la même année aux 24 heures. 1 800 000 €. Trop tard, monsieur, voulez-vous 1 million 9 1 million 100 000 ici à la table. C'est contre vous deux, messieurs, à 2 millions 100, l'enchère ici pour 2 millions 100. 2 millions 300 now, 2 millions 3. 2 millions 600 000. 2 millions 900 now, 2 millions 9. 3 million euros, à 3 millions. 3 millions 200 000. 3 millions 300 000 €. 3 millions 400 000. 3 millions 500 000 against you now. 3 million 700,000 at 3 million 7. All the action is in a very, very tiny little place of the room. Simply made. Would you like 50? À 3 millions 8, pour vous, monsieur, avec la chemise rose. 3 millions 8. 3.8, your bid, sir. Sure. Yes. It is your bid? your bid with a pink shirt at 3,800,000 euros. Last chance, nearest. At 3 million 8. Not your bid, Rupert. Pas votre enchère, monsieur Debout. À 3 millions 8, mais votre enchère, your bid, sir, yes. 3 million 8. Last chance now for anyone in the room. I think we've done here. So, contre nous tous de ce côté de la salle, contre tous les téléphones maintenant. Le dernier rang, 3 millions 8 d'adjuge. C'est la dernière chance. À 3 millions 800 000 € donc. 3 millions 8. Allez à vous, monsieur. Merci beaucoup pour 3 millions 800 000 €. 3 800 000 €, c'est un record pour une voiture vendue en France. Pendant ce temps, dans le paddock et sur la piste, les animations continuent. Vogue a choisi l'occasion pour réaliser une série de photos de mode. Décidément, le spectacle est partout. Okay, no problem. I'll be angry too. Samedi, 16h. Ce sont les anciens vainqueurs du Mans qui ont la charge de donner le départ. Maurice Trintignant est là, entouré de Pesca, Johnny Herbert et les autres. Un départ type Le Mans, bien sûr. L'effet de cet instant est saisissant.
L'impression de retour dans le passé est totale, le public ne s'y trompe pas. C'est une véritable ovation qui accompagne le départ et la poussette des retardataires. Nous sommes dans l'Alfa Romeo Monza 8C numéro 1. Le face-à-face avec la Talbot de Burnett est impressionnant. Dans cette manche, c'est la petite BMW 328 de Feyerabend et Franzen qui s'impose à la vitesse de 127 km/h. C'est impressionnant pour une voiture de 1937 et cela prouve que les uns et les autres ne sont pas là que pour épater la galerie. Pas tout à fait. Je crois qu'il y a un petit pépin moteur. Ouais. Il faut être une belle coulée. Dans chaque manche, les équipages doivent respecter au moins un arrêt d'1 minute. C'est le moment pour ceux qui le veulent de changer de pilote. Bon, tu Alan. En marge des courses, le Mans Classique se veut un lieu privilégié de rencontre des clubs. Près d'une centaine d'entre eux venus de toute l'Europe ont convié leurs adhérents à se retrouver au Mans. Pour les accueillir, l'organisation a mis à leur disposition le circuit Bugatti où les spectateurs peuvent admirer les quelques 4000 voitures réunies. Un commentaire, Sophie, quand même. C'est une corvée, hein. C'est un vieux métier, ça. T'en fais pas autant chez toi. Non, non. Rencontres, discussions, contacts, voilà finalement l'aspect le plus intéressant du Mans Classique. Cette proximité entre les spectateurs et les acteurs de ce week-end est l'une des volontés des organisateurs. Pour certains clubs, cette rencontre est l'occasion de célébrer des événements, le cinquantenaire de la Giulietta chez Alfa Romeo, alors que chez DB, c'est le 50e anniversaire de la première victoire de la marque à l'indice de performance. Bonnet avait été engagé à Montlhéry en 1936 pour courir sur une Amilcar Pégase. Et comme il y avait eu le Front Populaire, malheureusement, il n'a pas pu courir. Et donc, avec Dodge, ils se sont dit, mais après tout, on peut faire une voiture avec une mécanique Citroën qui sera capable de tourner à plus de 160 à l'heure. Donc, ils ont fait une première DB à moteur Citroën, une deuxième avant-guerre, et puis 4 autres voitures après-guerre. Aux côtés des clubs Renault, Porsche et Bentley, c'est le club DB qui sera l'un des plus remarqués lors de ces 24 heures classiques. La rareté des véhicules, l'état dans lequel ils étaient présentés ont permis à tous de renouer avec l'histoire d'une marque étonnante qui remporta ici de nombreuses victoires de classe jusqu'à sa disparition en 1965. Allez, mets l'autre côté maintenant. Enfin, les différents clubs présents ont eu la possibilité de parcourir le circuit des 24 heures, un cadeau inestimable. Proximité des spectateurs toujours, mais cette fois c'est avec les pilotes, l'occasion d'approcher la légende Phil Hill et d'échanger 2 mots avec Johnny Herbert.
Comment va la voiture? J'espère que ça va aller. Mais nous avons eu quelques problèmes ce matin avec la culasse qui est vrillée. Mais bon, j'espère que ça va coller. Vous vous êtes entraîné spécialement? Non, pas vraiment, je risque de finir dernier. Et c'est parti. C'est pas l'image ici parce qu'on voit vraiment les pilotes rentrer dans les voitures, refermer les portières pour certains monter à l'intérieur des baquets. Et c'est parti, Renaud. Oui, c'est parti. Très bon départ de la technique, justement. Nous sommes cette fois dans la Allard J2 de 1950 de l'équipage allemand Otten Tang. Johnny Herbert finira lui cette manche en 3e position, mais c'est finalement l'équipage Von Schenk Zera qui parviendra à imposer sa Maserati A6 CGS devant la Type numéro 5 de Harper et Williams. Pas de chance en revanche pour notre Allard qui va perdre son capot en pleine course. Impressionnant. Belle période que celle couverte par le plateau numéro 3, où l'on retrouve entre autres l'Aston Martin DBR1 de 1957 aux mains de l'actuel président d'Aston, Ulrich Bèze. C'est un jour très particulier. C'est la voiture la plus célèbre jamais construite par Aston Martin. Après l'annonce de notre retour en compétition, conduire cette voiture qui fut victorieuse ici, c'est un jour très spécial. Jean Guichet est également présent. Dans ce plateau, on trouve pas moins de 9 voitures historiques pilotées à l'époque par des gens comme Carroll Shelby, Roy Salvadori, Mike Hawthorne, Graham Hill ou Richie Ginter. Je dois dire que c'est un week-end passionnant dans la mesure où arriver à réunir ici sur le circuit des 24 heures du Mans toutes les voitures qui ont fait la légende de la course, c'est extraordinaire. Attention donc au départ avec la présentation, voilà à l'instant du drapeau tricolore, top c'est parti à 20h06. Dans cette série, couvrant la période 57-61, c'est Jaguar qui va s'imposer. La Type E de Wayle Guest est ici talonnée par la Lister victorieuse aux mains de Linney Engelmann. Nous sommes dans la Ferrari d'Henri Pescarolo, qui ne peut espérer lutter contre ses équipages, mais qui s'accroche. Le rythme est très soutenu à tel point que certains vont y laisser des plumes. C'est le cas de la Porsche 718 RS4 de Fernandez, Miguel et Borer qui va lubrifier une belle portion de piste. Amorce d'incendie dans la 250 GT, heureusement sans dégâts. La voiture repartira quelques instants plus tard. Pendant ce temps, dans le paddock, on se prépare pour la 4e série. La numéro 23, une Ferrari 275 GTB, est pilotée par un certain François Fillon. Écoutez, c'est ma première prise de contact avec cette voiture. C'est la première fois que je conduis une voiture ancienne. Donc je suis allé prudemment, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. D'abord parce que rouler sur le circuit des 24 heures du Mans, même lentement, c'est extraordinaire. Et puis voilà, je commence à avoir la voiture en main. On retrouve Hans Hugenholtz et Patrick Tambay dans la GT40 numéro 14 du 4e plateau. Mais nous sommes, à bord de la Type E numéro 45 de Frédéric Puren. Le Français prend un excellent départ, mais rapidement, il ne pourra rien contre l'armada des Ford GT40 qui constituent ce plateau. Elles trusteront vite les 4 premières places, au risque de faire ressembler cette série à une course monotype.
La nuit tombe lors de cette manche pendant laquelle les pilotes nous rappellent à quel point les courses de cette période étaient particulièrement disputées. À la nuit tombée, les choses vont se corser, tous les pilotes sont à l'attaque. Ce sont finalement Chase et Ingram qui l'emporteront devant Gressel et Binney. La nuit est tombée sur Le Mans. Pour tous, pilotes et spectateurs, de longues heures commencent. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, oh Mexique. Le circuit est très bien éclairé, donc il n'y a pas trop de soucis et puis on va pas trop vite. On laisse les pilotes rapides nous dépasser, on est raisonnable. Non, je n'ai pas beaucoup roulé dans le noir, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Daniel Poisneau, le directeur de course, et ses hommes sont toujours en alerte. Tous ont l'habitude. Ils veillent de la même façon sur les 24 heures. Pendant ce temps, les plateaux se succèdent. Du premier au dernier,
tous auront leur part d'obscurité. Au petit matin, c'est le départ lancé cette fois pour la dernière manche du plateau des voitures d'avant-guerre. Du résultat de cette manche va dépendre le classement final puisque les concurrents n'ont que 3 manches à courir pendant les 24 heures de course. Nous sommes à bord de la Stutz numéro 49 des Anglais Guyat et Warrington. Rythme doux et lumière exceptionnelle dans les hunaudières. Changement de pilote sur la Stutz qui, malgré son grand âge, se permet quelques dépassements et finira la course en 21e position, à 1 tour et 7 minutes tout de même des vainqueurs. Pendant ce temps, d'autres sont à l'attaque et la course est loin d'être une promenade de santé pour tous. Au classement général de ce plateau, c'est la BMW 328 de Feyerabend et Franzen qui l'emporte. Les signatures d'autographes vont bon train sur le Bugatti. Jean-Pierre Josso et Alain Serpaggi sont étonnés de la portée de l'événement. On s'est rendu compte que le public répondait présent parce que déjà pour rouler sur la route et arriver au circuit, c'était déjà un sacré problème. Alors ça, c'est déjà une première indication. Puis ensuite de ça, effectivement, par exemple hier soir, les tribunes, elles étaient pratiquement pleines. Donc à mon avis, ça a répondu. Et ça, c'est plutôt sympa et ça prouve aussi le renouveau des vieilles voitures et tout ça. Et un peu le retour sur le passé, ça c'est très sympa. Troisième et dernière course du plateau 2. Là aussi, on connaîtra à l'issue de cette épreuve le vainqueur de la catégorie. Dans cette course, c'est la Type D numéro 5 de Harper et Williams qui s'impose. Le rythme est soutenu et la deuxième à franchir la ligne sera cette Allard J2R de Walford et Windsor Price. Pearson et Herbert, ici au stand, fermeront le podium. En attendant, nous sommes, nous, avec l'équipage Orbach-Vogel dans la Porsche numéro 3, juste pour voir la différence de vitesse entre une 356 et une Type D. On admirera la Cadillac du Colombien Steuer, une habituée de la Panaméricaine, et on retiendra que la victoire au général de ce plateau revient à Herbert Pearson, une Type C devant une Type D et une Allard. Beau podium. Pendant ce temps, au village, on donne les résultats du concours d'état des voitures présentées depuis le début du week-end. Le jury a tourné, examiné, comparé et finalement choisi la plus belle et la plus authentique. D'autres concours, ceux des clubs, de l'authenticité, de l'innovation ont également eu lieu. À chaque fois, ovation, coupe et champagne étaient bien sûr de rigueur.
C'est la dernière manche du plateau 3. Nous sommes avec l'équipage Charlton Garrett à bord d'une Aston Martin DB4 GT. La Lotus Elite de Glacius et Sturman est au stand et connaît des problèmes d'échappement. Le vainqueur de la manche, c'est l'équipage Hardman Dron sur cette très belle Ferrari 246S. Cette fois, la Lister de Linné Nellman ne pourra rien y faire. L'élite repart, alors que la minute d'arrêt obligatoire est respectée par l'équipage de notre Aston, qui a changé de pilote à cette occasion. Alors que la Type E de Whale et Guest s'installe en troisième position, arrêt pour l'équipage de la Lister numéro 2, toujours seconde, derrière la Ferrari. Rythme moins soutenu en revanche pour la 250 GT de Hackett et Van Landuit, mais rouler cool n'est pas forcément une garantie. Sur le podium de ce plateau, on trouve finalement une Lister, une Jaguar Type E et une Aston Martin. Des fans, il y en a partout. Bob Bondurant, vainqueur ici en GT en 64, n'était pas revenu au Mans depuis sa dernière participation en 1967. Je reviens au Mans avec sa voiture que j'ai copilotée ici et qui a gagné sa classe en 64. Elle a participé à une course il y a 2 ans à Watkins Glen. C'était une course de voiture américaine et je crois qu'on avait fait 3e. C'est une voiture superbe et depuis on lui a refait entièrement le moteur et je crois qu'on lui a mis pas mal de chevaux. Et comme Bob, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Ouais, il fait les choses bien, j'espère qu'on va gagner tous les deux. Malheureusement pour nos amis, le plateau 4 est littéralement trusté par les Ford GT40. Cette course ne fera pas exception à la règle. Cela étant dit, dans ce cadre prestigieux, le spectacle reste superbe. La Type E, habillée par Chantal Thomas, est ici pour promouvoir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque créée pour permettre aux enfants défavorisés atteints de malformations du cœur d'être opérés en France lorsque cela est impossible dans leur pays. Belle performance pour cette voiture que ses pilotes conduiront à la 13e place. On notera également une belle 5e place pour la superbe Alpine de Redele et Menschler. Au final de ce plateau,
on trouve Bill Binney sur sa Ford GT40, Huguenot Stambé Ibing sur Ford GT40 également, et Frères Klaus sur Porsche 904. Il est presque 14h et le Drivers Club ne désemplit pas. C'est ici que tous les concurrents ont pu se restaurer tout au long du week-end. Reconnaissance d'empreintes digitales à l'entrée et ambiance club à l'intérieur. À l'issue du déjeuner, chacun pouvait retrouver la trace de ses exploits sur la piste. Pendant ce temps, le plateau 5 a pris le départ. Ce plateau qui couvre la période 66-71 était l'occasion de revoir en action des chevrons Lola et autres Porsche 906. C'est d'ailleurs la B16 de John Sheldon qui va s'adjuger cette manche devant la Porsche 908 de Luco, Barth et Crubillet. C'est d'ailleurs une manche dans laquelle les pilotes ne sont déjà plus de simples amateurs. Nous sommes, nous, assis sur la queue de la Lola T70 de Rosina et Mondini, perspective inhabituelle. Dans cette manche, les pilotes sont à l'attaque, ce qui donne lieu parfois à des situations bien périlleuses. On saluera la troisième place de la dernière génération de GT40, celle de Green. Et puis au général, c'est la Porsche 908 qui l'emporte. Jürgen Barth reste décidément un homme de talent. Un autre pilote talentueux a profité de ce week-end pour se rappeler certains souvenirs. Le meilleur souvenir, c'était l'édition 89 avec les Jaguars, avec Anne Lamers en tête pendant la nuit. Des soucis de boîte vers 11h du matin, malheureusement, on finit 4e. Bon voilà, c'était sympathique parce que c'était une voiture anglaise en tête de cette course et il y avait des flashs de tout le public britannique, un peu de partout, donc c'était vraiment un bon moment. Je vais rouler le 936, comme nous est pas dit le Renault à l'époque, on va voir comme nous va faire revanche cette fois. Je trouve que c'est un sentiment fantastique de revoir d'abord les voitures comme j'ai roulé ici et gagné avec, mais aussi de voir toutes les belles voitures de cette collection ici, c'est quand même fantastique. Pour moi, Le Mans, c'est une des grandes courses qui existent au monde. Et même en voiture historique, elle a le mérite de retracer des courses d'avant, avec une ambiance comme il y avait dans le sport automobile il y a 30 ans ou 50 ans en arrière. Et je crois que c'est ça qui est très agréable pour moi, parce que le 24 heures du Mans moderne, c'est très bien, mais c'est surtout les 24 heures du Mans elles-mêmes qui sont extraordinaires. Les courses des voitures un peu plus modernes, quelquefois, c'est un peu trop professionnel. Alors je préfère quelquefois un peu ce qui était avant. Avant, c'était cela. Nous sommes dans une fourchette de temps qui va de 72 à 78 et à bord de la Chevron B21 de Fabio Nato et Nicolet. Attention au départ.
Regardez bien, il y a un choc devant. Un choc qui va provoquer une crevaison sur la Porsche RSR et obliger son pilote à rentrer au stand au ralenti. Devant, comme promis, la bataille fait rage entre Porsche et Renault. Duel arbitré par Inaltera et Sauber, alors que Yvan Mahé sur sa Lola T280 fait le forcing et finalement arrachera une belle 3e place. Mais les pneus souffrent et la fin de la course va être mouvementée. Et voilà. Jean-Pierre Josso va tirer tout droit. Il n'est pas le seul. Et quant à notre chevron, elle va terminer, vous allez le voir, sur le bord de la piste. Au classement général, l'ordre reste le même. Luco, Bart Crubilé en tête devant l'enfant Andrew Guinan sur Inaltera et Yvan Mahé 3e. Sur le podium, ce sont les teams ayant encaissé le maximum de points qui sont récompensés. Enfin, c'est la remise des prix au Drivers Club. Excuse à ceux que j'ai pu ralentir sur la piste, j'ai essayé de ne pas le faire exprès. Et en tout cas, un grand merci à Patrick Peter et à l'ACO pour avoir organisé cet événement formidable qui n'est pas seulement tourné vers le passé, mais qui renforce l'avenir du Mans en montrant à quel point les racines du Mans sont profondes et lointaines. Merci, monsieur. Alors, cette semaine a été fantastique. Et puis on a roulé sur ce circuit et puis finalement tout le monde a eu, je crois, une excellente course. C'était vraiment extraordinaire. C'était très chaud parce que je pense que Ragnodi a des problèmes avec des pneus. Moi j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes pneus aussi et j'ai glissé beaucoup. Et j'ai manqué en vitesse, Jean-Pierre est passé et après il est sorti lui-même. Moi-même j'ai vu quand vous avez passé les lignes d'arrivée, vous avez la main dans l'air quand même. Oui, bien sûr, important. Je connais bien le coin et finalement tout ça s'était très bien passé. Oui, Peter Organisation a fait un job formidable. Vous reviendrez en 2006 ? Oui, bien sûr, j'espère. Endroit super, merci.